lundi matin 8 avril. Faites attention à cet homme, il cache un terrible secret. Je l'avais bien serré, ce truc. Son secret est resté non résolu pendant 20 ans. Si les techniques d'interrogatoire avancées d'aujourd'hui avaient été disponibles, il aurait peut-être identifié le tueur bien plus tôt. Mais pour tout raconter, revenons d'abord en 1998. Il y a des décennies, par un après-midi frais dans l'Utah, un couple roulait en voiture sur une route d'État près de Maidenwater. C'était le 20 avril 1998, et la journée semblait sans histoire jusqu'à ce que quelque chose d'inhabituel attire leur attention. Sur le sol brun et les buissons se trouvait un sac de couchage noir. Quelque chose posé là leur semblait suspect. Ils se sont alors arrêtés, se sont approchés et ont découvert qu'il s'agissait d'un corps. Ils ont remarqué que le sac de couchage était bosselé, comme si quelque chose était à l'intérieur. Les deux extrémités étaient scellées avec du ruban adhésif argenté, et un tapis de jeu pour enfants dépassait, enroulé autour du contenu. Quand ils l'ont atteint, ils ont pu discerner une silhouette humaine. Surpris, ils ont appelé la police. Le département du shérif de Garfield a réagi rapidement et, à leur arrivée, ils ont commencé à ouvrir le sac. D'abord, ils ont déroulé le sac de couchage, puis le tapis de jeu, et ont trouvé d'autres couches de plastique et de sacs poubelles à l'intérieur. Au centre se trouvait le corps d'une femme. Toute sa tête et son visage étaient enveloppés de rubans adhésifs, dissimulant complètement ses traits, et son corps était totalement gelé, alors même que la température extérieure n'était pas en dessous de 0. Cette découverte près de Maidenwater Spring, non loin du lac Powell, sera plus tard connue comme la tristement célèbre affaire Maidenwater. Le meurtrier a tout fait pour cacher l'identité de la victime. Il a fallu des années pour découvrir qui elle était et encore plus pour résoudre l'affaire. Cette semaine, Gapridge, nous parlons d'un détective persévérant qui n'a jamais lâché l'affaire, de passionnés de true crime qui ont bénévolement cherché des réponses et des avancées scientifiques considérables en médecine légale. Le corps semblait être celui d'une femme âgée de 30 à 40 ans, d'origine hispanique ou amérindienne, avec des cheveux châtain foncé jusqu'aux épaules. Elle semblait avoir un teint tacheté de taches de rousseur, mais le plus notable était une blessure par balle à la tête, et elle ne portait rien d'autre qu'un soutien-gorge ensanglanté. Une autopsie a révélé qu'elle avait été abattue de manière exécution, et que le tueur lui avait probablement coupé le bout des doigts pour empêcher son identification. Des signes indiquaient qu'elle avait été congelée, préservant ses traits du visage mais masquant l'heure de sa mort. En parlant de ses traits, elle avait un grain de beauté juste ici, sous la droite, qui allait jouer un rôle déterminant dans son identification plus tard. Ses dents montraient qu'elle avait reçu des soins dentaires professionnels et elle avait les sourcils tatoués. Donc, elle n'était probablement pas sans abri et prenait soin d'elle. En raison des précautions prises par le tueur, les enquêteurs pensaient qu'il était expérimenté et récidiviste. Cela pourrait être un tueur à gages ou en série. L'enquête s'est concentrée sur la corde utilisée pour attacher ses bras et ses jambes, dans l'espoir d'obtenir de l'acide désoxyribonucléique qui permettrait de l'identifier. Cependant, l'analyse de la corde au laboratoire criminel n'a révélé que l'acide désoxyribonucléique de la victime elle-même. Il en allait de même pour le ruban adhésif et les autres matériaux récupérés alors. D'autres tentatives pour recouper son identité dans le National Crime Information Center et la base de données du FBI n'ont rien donné. 20 ans ont passé et l'engouement est devenu désespérément retombé. Puis, une avancée potentielle a eu lieu en 2008. C'est circonstanciel, mais il y a beaucoup de petits éléments qui la relient à Scott Kimball. Une chose qui a retenu l'attention, c'est que les cordes avec lesquelles elle était attachée étaient très particulières, complexes, avec une série de nœuds spécifiques. Terry Kimball, l'oncle de Scott Kimball, a également été attaché avec une corde comportant des nœuds très similaires. Notre première victime retrouvée dans l'eau était enveloppée dans un tapis de jeu pour enfants. Le fils de Scott Kimball a été interrogé et on lui a montré une photo de ce tapis de jeu pour enfants. Il a déclaré qu'il en avait un identique. Scott travaillait dans une entreprise de conditionnement de viande avec accès à des camions frigorifiques, ce qui pourrait expliquer comment la victime a été congelée. Scott était connu pour exécuter ses victimes et les abandonner dans des lieux isolés, souvent enveloppés dans des tapis et du ruban adhésif, comme la femme retrouvée à Maidenwater. Scott Kimball purgeait plusieurs peines de réclusion à perpétuité dans le Colorado pour avoir tué 4 personnes. Cela semblait être une piste solide, mais aucune preuve acide désoxyribonucléique ne pouvait relier l'affaire à Scott, et il a nié toute implication. En conséquence, ils n'ont pas pu l'inculper de quoi que ce soit. À part les similitudes, il n'y avait rien de concret pour l'inculper d'un crime. L'affaire est malheureusement restée au point mort, encore une fois.
Mais le détective Davis a travaillé sans relâche et n'a jamais oublié la victime. Mais compte tenu des moyens dont il disposait, il faisait de son mieux. Des années plus tard, en 2018, l'agent Davis a tenu une conférence de presse où il a diffusé publiquement la photo post-mortem de la victime de Maiden Water. Parce qu'ils avaient besoin d'aide, l'image a rapidement gagné en popularité dans la communauté en ligne des amateurs de faits divers, en particulier sur des forums populaires comme WebSleuths, où les membres ont lancé leur propre enquête et analyse de l'affaire. Il se trouve que le sergent David Sweeney, qui réexaminait une affaire classée, avait téléchargé les informations de Lina Reyes Guedes sur NamUse. NamU est le système national des personnes disparues et non identifiées aux États-Unis, accessible à toute personne souhaitant aider à identifier des personnes disparues. Lina Reyes Guedes, une femme signalée disparue à Youngstown dans l'Ohio en 1998. Mais ce n'est pas un détective ou un enquêteur privé qui a fait le lien entre les deux affaires. À la place, c'est une citoyenne privée en Californie que Davis décrit comme quelqu'un de fasciné par les histoires criminelles vraies, Mandy Hart. Il se trouve simplement que David et Sweeney ont téléchargé leurs photos à peu près au même moment. C'était une pure coïncidence, mais le coup de chance nécessaire à l'affaire. Grâce à cela, ils ont pu contacter la sœur de Lina Reyes au Mexique et l'acide désoxyribonucléique, fourni par les membres de sa famille, a confirmé que Lina était bien la victime de Maiden Water, mettant ainsi fin à un mystère qui durait depuis des décennies. Lina, une danseuse de ballet accomplie de 37 ans, titulaire d'un diplôme universitaire, avait été célébrée comme l'étoile montante de sa famille. 2 ans avant sa disparition en 1998, elle a épousé Edward Jeddah, un homme d'affaires d'environ 30 ans son aîné. C'était son 3e mariage. Edward Jeddah possédait une entreprise de produits chimiques pour savon à usage commercial à Youngstown, dans l'Ohio. La disparition de Lena en 1998 a été signalée par sa famille au Mexique, mais étrangement, Edward ne l'a jamais déclarée disparue. C'est la famille de Lena qui a prévenu la police après qu'elle ne se soit pas présentée pour un voyage qu'elle devait faire, mais qu'elle n'a jamais effectué. Enfin, l'enquête pouvait se focaliser sur le meurtrier de Lena. Ils ont questionné ses proches pour en savoir plus sur sa vie avant sa disparition. Ils ont rapidement découvert ce qui ne peut être décrit que comme un présage. Lina s'était confiée à son amie au sujet de la peur qu'elle avait de son propre mari et lui avait secrètement remis un mot en cours d'anglais, demandant à son amie de contacter sa famille si jamais il lui arrivait quelque chose. Elle avait parlé du comportement abusif de son mari envers elle. Elle avait également dit qu'elle soupçonnait son mari d'avoir assassiné sa 2e épouse et que c'est pour cette raison qu'elle craignait pour sa vie. Les enquêteurs se sont alors tournés vers son mari, Edward Gaius, et il est rapidement devenu le principal suspect. Au début de cette vidéo, nous vous avons montré un extrait de l'interrogatoire d'Edward, et c'était extrêmement troublant, car il a pratiquement décrit ce que portait sa femme lorsqu'elle a été retrouvée, et remarquez comment il parle d'elle au passé, alors qu'elle n'était qu'une personne portée disparue à ce moment-là. Regardez. Mercredi matin, le 8 avril. Edward déclare que sa femme a pris l'avion pour rentrer au Mexique. Vous savez, un vol, mais vol... La compagnie échouée, je pensais que c'était qu'un vol USR. Elle allait payer en espèces à l'aéroport. Je lui ai dit de prendre une carte de crédit et on voit la mienne. Mercredi matin, vous savez, le 8 avril, nous sommes partis, je crois, à 6h45. Et elle garde le chien avec nous. Elle a préparé une trousse de toilette, une valise, je crois, un sac à vêtements. Et elle avait... un sac de couchage, d'accord? Comme au camp, il avait une petite cabane, des choses comme ça. Donc, était-elle dans votre sac de votre banque? Elle avait un sac de couchage. J'avais bien serré ce sac, putain. Ce n'est pas facile à transporter, mais ça allait impressionner Paco. Détective requalifié, ses explications non sollicitées sont de forts indices de mensonges potentiels. Un menteur ferait des efforts supplémentaires pour vous convaincre, contrairement à quelqu'un qui dit la vérité. Malheureusement, le détective ici n'a relevé aucun de ces indices. Écoutez le reste de l'interrogatoire et dites-moi quelles autres explications non sollicitées vous relevez. De quelle couleur était la manche, mec? Bleu à l'extérieur, mais clair à l'intérieur.
Oh, mec, tu es... Si on trouve quelque chose maintenant, je reste devant la Manche. Eh bien, puisque je t'ai parlé, je vais devoir dire une chose. Nous devrions l'indiquer ici. Je ne t'en ai pas parlé avant parce que ça ne m'est venu à l'esprit qu'il y a environ un mois. Elle s'est levée assez tôt ce matin-là parce qu'elle avait les cheveux longs. J'étais donc allongé dans le lit à la regarder. Tu sais, donc la première chose qu'elle faisait, c'est qu'elle sortait de la douche avec la serviette enroulée autour d'elle et elle sortait nue. Puis elle mettait une culotte et un soutien-gorge, d'accord? Et ensuite, elle commençait à s'occuper de ses cheveux. Je peux te dire quel genre de culotte et de soutien-gorge elle portait. Ils étaient en coton blanc. Et le soutien-gorge, la raison pour laquelle je m'en souviens, c'est que c'était mon ensemble préféré. C'était du coton blanc avec des dessins de pommes et peut-être de bananes dessus. Des petits dessins de la taille d'une pièce de 5 centimes. Le soutien-gorge était assorti, avec le même motif de pomme. Oui, je crois que c'était des pommes et des bananes. C'est inhabituel. D'accord, on est parti vers 6h45. Austin Town, Donald, aéroport de Pittsburgh. Je me suis arrêté à l'enregistrement USR. Elle n'avait pas de billet, donc le Skycat ne pouvait pas vérifier quelque chose. Alors je lui ai donné $10 en lui demandant de s'occuper de nos bagages et de s'assurer qu'ils arrivent à destination. Vos marges vont changer. Keeping her in the car. Okay. On s'est embrassé. J'étais déjà sorti de la voiture. On s'est embrassé. J'ai pris des affaires et je suis entré. Il faisait sombre et c'était la dernière fois que je l'ai vu. L'interrogateur s'est concentré sur les explications inutiles à ces questions simples. Ils ont peut-être vraiment considéré Edward comme un suspect principal il y a 20 ans. Ils ont confirmé l'essentiel des propos de Lena. Il y avait des signes de maltraitance dans la relation, mais il y avait un problème. Edward était déjà mort. Edward avait mis fin à ses jours en 2001, mais les autorités étaient convaincues qu'il était responsable de la mort de Lena. Nous voulons savoir ce qui lui est arrivé ou qui lui a fait ça. Et il faut juste être persévérant, parce qu'on ne sait jamais quel petit détail va tout faire basculer. Il a décidé de réanalyser les preuves de l'affaire en utilisant une nouvelle technologie. L'un de ces outils était le microbial vacuum, utilisé sur des surfaces particulièrement difficiles comme la corde pour extraire l'acide désoxyribonucléique. Il vaporise une solution sur un objet, puis l'extrait avec un aspirateur. Tout ce que l'appareil extrait est retenu dans un filtre spécial où tout acide désoxyribonucléique peut être séparé. Le NVAC a trouvé 117 énéagrammes d'acide désoxyribonucléique sur cette corde, largement assez pour être analysé. Cette technologie change la donne pour les affaires non résolues, surtout là où il est difficile de collecter de l'acide désoxyribonucléique. Les enquêteurs ont demandé des échantillons d'acide désoxyribonucléique à la famille d'Edward Geddes. 2 membres de la famille ont donné volontairement des échantillons, mais Davis a dû obtenir un mandat pour prélever un échantillon sur le fils d'Edward Geddes. Lorsque les échantillons d'acide désoxyribonucléique sont revenus, il y a eu une correspondance familiale avec Edward Geddes. Cela montre bien ce que la science permet avec l'acide désoxyribonucléique. Comme je l'ai dit, c'est un véritable bouleversement pour les affaires non résolues. Bien sûr, on est innocent jusqu'à preuve du contraire. Mais avec toutes les preuves accablantes maintenant, beaucoup pensent qu'Edward Geddes est le responsable, même si aucune accusation ne pourra jamais être portée contre lui, car il est décédé depuis longtemps. L'ironie dans tout cela, c'est qu'il a essayé de dissimuler son crime en congelant le corps de Lina, espérant ainsi cacher l'heure de sa mort. Mais au final, ce geste glacé a en réalité préservé son visage, ce qui a permis de prendre la photo cruciale qui a aidé à élucider complètement l'affaire. Alors, quel était le mobile derrière ce crime ? Eh bien, je crois que Lina essayait de le quitter à cause des violences qu'elle subissait, et Edward ne supportait pas l'idée de la perdre ou de perdre la moitié de ses biens lors d'un divorce. Et ils n'ont jamais cherché à savoir s'il avait tué sa 2e femme. C'est aussi un mystère. Je crois vraiment que la vérité finira par éclater.
De nombreuses personnes disparaissent dans le monde. Quand découvrirons-nous enfin le sort de beaucoup d'entre elles? Je n'en ai aucune idée, mais je sais que quelqu'un le sait et il y a de fortes chances que cette personne soit toujours là dehors. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Merci d'avoir regardé. À la prochaine vidéo.